Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre dernière conférence du programme Sometimes Doing Nothing Leads to Something. Nous sommes très heureux, d'accueillir ce soir Nicolas Bourriaud. C'est une deuxième tentative après un premier essai qui a subi un peu les problèmes de connexion, mais nous sommes très heureux d'avoir pu reprogrammer la venue de Nicolas Bourriaud ce soir, cette date qui correspond au finissage de notre programme, mais c'est un finissage quand même très particulier puisqu'il s'agit aussi de la réouverture de l'exposition. En effet, nous avons dû fermer notre exposition le lendemain du vernissage, le 17 octobre, je crois, au 27 octobre, et puis nous pouvons maintenant la réouvrir. C'est finalement une fin assez heureuse. Sometimes doing nothing, c'est-à-dire rester fermé, leads to something, car nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir pendant 2 semaines jusqu'au 18 décembre, ici à l'EPFL, pour voir l'exposition. Donc il y a juste une particularité, c'est que ce bâtiment SG est accessible avec la carte EPFL. Donc pour les personnes externes à l'EPFL qui voudront venir, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez nous envoyer un email pour prendre rendez-vous à archizoom@epfl.ch. Vous pouvez aller sur notre site pour nous écrire. Mais vous pouvez aussi venir et puis attendre quelques minutes à l'entrée. Il y a quand même suffisamment de passages et quelqu'un vous ouvrira la porte pour venir voir l'exposition. Avant de passer à la suite, à la conférence, j'aimerais exprimer mes remerciements tout particuliers à Teresa Choing, Sylvia Groise et Thiago Borges, nos 3 curateurs qui ont travaillé durant 2 saisons quand même très, très particulières, ce printemps et cet automne, très difficile, je dirais, pour un programme public, ouvert au public. Mais ils ont réussi avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de créativité à nous offrir un programme très vivant, que ce soit en ligne ou un peu sur place aussi, ici à l'EPFL. Et j'en suis très reconnaissant d'avoir rendu Archizoom aussi vivant pendant ces deux vagues de confinement. Et ils ont vraiment exprimé, je crois, l'essence d'Archizoom, qui n'est pas un lieu qui est seulement là pour montrer un savoir, mais c'est vraiment un lieu qui est surtout dédié aux questions, à poser des questions. Encore faut-il trouver les bonnes questions, et je crois que les questions qu'ils nous ont posées et avec ce programme Sometimes Doing Nothing Leads to Something ont eu un écho tout particulier pendant cette période de fermeture. Et alors, une des questions, par exemple, ce serait si nous laissions le vide agir comme un prisme capable de recentrer et de redéployer notre inspiration, ou comment le rien peut-il faire, comment le rien pourrait-il faire émerger des alternatives à l'état actuel des choses. Et Sylvia, Teresa et Thiago ont vraiment débattu de ces questions et d'autres, avec aussi, et ça j'aimerais vraiment le souligner, toute une série d'invités de toutes les disciplines, que ce soit la littérature, le cinéma, la musique, l'exposition, comme ce soir, avec Nicolas Bourriaud, également les professeurs invités en architecture, ici à l'EPFL. Et je les remercie beaucoup pour cette ouverture très riche sur des questions vraiment fondamentales. Je crois qu'ils nous ont aidés à nous recentrer sur l'essentiel pendant donc, ce programme culturel et ces périodes de pandémie. Maintenant, je vais vous amener dans l'exposition parce qu'on va faire un rapide tour de l'exposition avant de passer à la conférence. Mais je vous invite à suivre toutes ces conférences sur notre chaîne YouTube. Elles sont disponibles sur YouTube.
Et puis, à part celle de Brian Eno, qui n'est pas encore en ligne, mais voilà. Et pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'occasion de venir voir l'exposition, on va faire un rapide tour en commençant par l'horizon de droite, qui présente 3 vidéos. Voilà. Et toutes ces vidéos sont donc des performances filmées par Francis Alice et qui tournent toutes autour des questions du rien faire ou faire des actions qui semblent inutiles. Là, on est à la fin de cette vidéo qui s'appelle Looking Up, qui est une vidéo prise par caméra de surveillance. Et Francis Alice rentre dans l'image et suscite toute une série d'interactions assez surprenantes. Mais on ne va pas suivre la vidéo, on va continuer le tour. Ici, nous avons la vidéo qui a inspiré le titre de ce programme de conférence et cette exposition, Sometimes Doing Something Leads to Nothing. Alors là, on est bientôt au something, à la fin de la vidéo. Mais Francis Alice se promène dans les rues de Mexico avec un glaçon qui fond au fur et à mesure de sa promenade. Et nous pouvons passer à l'horizon gauche qui présente 4 vidéos, dont cette première vidéo When Faith Moves Mountains, où un groupe de Mexicains essaye de déplacer une dune de sable. Et puis, derrière, Marenderos, qui est une vidéo sur l'incessant balayage et déplacement des ordures dans les rues de Mexico. Et puis, une double vidéo qui est aussi un éclairage intéressant à notre thématique, puisque cette vidéo, le titre de cette vidéo est Sometimes Undoing is Doing, Sometimes Doing is Undoing. Et on a un soldat britannique et un soldat afghan qui démontent et remontent leur mitraillette en Afghanistan. Et puis on revient à l'entrée de l'exposition avec Tornado. Cette vidéo Tornado, c'est le passage où Francis Alice est au centre de la tornade de sable. Donc, il traverse une tornade de sable avec sa caméra. Donc là, effectivement, on ne voit rien au centre de la tornade. Mais cette vidéo est d'ailleurs When Faith Moved Mountains, ont un écho très particulier avec le 3e horizon de l'exposition, qui est voilà, la tornade. Et le 3e horizon, qui est l'installation de Edouard Cabet, qui propose un sablier du sable qui tombe sur une surface, un paysage, avec des ventilateurs qui, de façon aléatoire, déplacent le sable et dessinent un paysage qui est contrôlé uniquement par la tombée du sable et l'activation ou désactivation des ventilateurs. Donc, cette pièce est au centre des projections de Francis Alice. Elle ne tourne pas en ce moment, mais elle sera active dès la fin de la conférence et du vernissage. Voilà. Donc maintenant, on va rejoindre Sylvia Groaz pour l'introduction à la conférence de ce soir. Bonsoir Sylvia. Bonsoir.
Merci beaucoup. Donc, comme annoncé par Cyril Veillant, ce soir, on accueille chez nous, chez Archizoom, Nicolas Bourrion, qui est un commissaire d'exposition, un critique, un théoricien d'art contemporain. On peut sans doute affirmer que Nicolas Bourrion est un critique engagé, qui est profondément actif dans la définition d'un cadre théorique pour les expérimentations artistiques les plus récentes. Ces activités sont centrées sur les relations entre l'art contemporain et les changements sociaux, économiques, technologiques et environnementaux. Son intérêt profond pour les rapports entre l'art et la société contemporaine a donné lieu à une série de textes qui sont devenus fondamentaux et qui ont radicalement changé la façon de laquelle on parle et on discute l'art contemporain. Parmi ses essais les plus connus, on peut citer Esthétique relationnelle, Post-production et Radicant aussi. Il a fondé et co-dirigé les Palais de Tokyo. Il a été commissaire d'exposition à la Tate Britain. Il a piloté la création de Pinchuk Art Center à Kiev. Il a aussi collaboré avec le ministère de la Culture. Il a dirigé l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Depuis 2016, il est aussi le directeur général de Montpellier Contemporain, les MOCO. Sa carrière en tant que commissaire d'exposition est aussi remarquable. Il a notamment réalisé les biennales de Moscou, de Lyon, d'Athènes, de Taipei et plus récemment de Istanbul, ainsi que la Triennale de la Tate. Ce soir, il va nous présenter une conférence intitulée « De la production à la conduction, l'art contemporain dans les réchauffements climatiques », un sujet qu'il a aussi abordé dans son dernier livre qui s'appelle « Inclusion, esthétique du Capitalocène » qui apparaîtra en 2021. Nicolas Bourrion, un grand merci pour avoir accueilli notre invitation et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sylvia, de cette présentation. Alors, en découvrant en fait le cadre de ce programme, en commençant par la notion de rien faire, la première idée qui m'est venue, c'était effectivement de parler du productivisme. Et je crois que c'est un thème, un concept qui devient de plus en plus important de discuter. Robert Filliou avait un statement assez intéressant sur rien faire, en fait, parce qu'il parlait du principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, c'est affirmer que rien faire équivaut à mal faire ou à bien faire. Peu importe lequel de ces trois propositions l'emporte. Bien fait, mal fait, pas fait ont exactement la même valeur dans le cadre de l'art. Ça introduit en fait à la question du productivisme, parce que effectivement il y a de multiples facettes de cette question-là. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire produire? La racine latine du mot producere, ça signifie faire avancer quelque chose devant soi. Produire, c'est toujours quelque chose qui est devant soi. Et ça, c'est une notion importante. C'est déjà un cadre spatial. En fait, la production, c'est une expulsion systématiquement. C'est quelque chose qu'on sort de soi et qui est devant. Et ça, c'est extrêmement important. Le suffixe pro, c'est devant. Et j'essaye de réfléchir ces derniers temps à l'activité artistique, non plus en termes de production, mais en termes de conduction. Con, c'est à côté. C'est-à-dire qu'on accompagne des éléments à côté de soi, et l'artiste n'expulse plus forcément quelque chose hors de soi, mais il organise d'une certaine manière, c'est une autre topologie, c'est une autre topographie. Il organise disons ce que j'appelle la conduction d'éléments, de signes à ses côtés et non plus devant lui. Mais je reviendrai sur cette question-là. Parce que pour moi, la nouvelle esthétique et la critique globale du productivisme telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, elle conforte trois figures centrales.
la conduction, la traduction, thème sur lequel j'ai déjà beaucoup écrit et je reviendrai dans la deuxième partie de cette intervention. Et la troisième, c'est le cadrage. Conduire, traduire et cadrer sont pour moi les trois figures centrales de l'art d'aujourd'hui. Mais en préambule, il faut peut-être préciser une chose qui est peut-être la plus importante, c'est quand on parle d'art contemporain, on ne se pose jamais la question de savoir de quoi les artistes sont contemporains. Et ça, c'est la vraie question. Quel est l'événement qui vient informer leur travail et qui fait qu'il y a une véritable contemporanéité? Que je ne conçois pas, l'art contemporain, ce n'est pas un genre, pour moi, ce n'est pas un type particulier d'objet, c'est juste l'appartenance à un présent, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a tous dans le même présent, évidemment, mais si on se contente de copier des peintures du XVIe siècle, est-ce qu'on est vraiment contemporain? C'est ça la vraie question. Donc de quoi est-ce qu'on est contemporain aujourd'hui? Quels sont les bouleversements, les mutations, les évolutions technologiques, sociales, politiques, économiques qui suscitent d'une certaine manière la contemporanéité d'un artiste? Je pense que les récents événements et plus généralement ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique dans laquelle on est rentré après l'Holocène et qui se caractérise par la manière dont les activités humaines impactent la géologie et le climat de la planète, nous amène à considérer, je pense que c'est effectivement l'événement le plus important. Ce n'est pas un événement en soi, ce n'est pas un ponctuel, mais c'est la force transformatrice dans laquelle on est tous enveloppés et dans laquelle les artistes sont immergés et qui les amènent à répondre d'une certaine manière. Les artistes d'aujourd'hui sont contemporains de l'épidémie, bien entendu. Ils sont contemporains quelque chose qui est vraiment nouveau, qui est que le vrai sujet de l'histoire aujourd'hui, c'est à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'infiniment petit, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'un simple virus peut stopper l'économie mondiale. On a vu que parmi les agents de l'histoire importants aujourd'hui, il y a à la fois le glyphosate, les pesticides, les gaz lacrymogènes. Tout ça, c'est de la chimie. Ça, c'est des choses qui sont invisibles, en fait. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qui est invisible, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on a totalement négligé auparavant, parce qu'on a laissé l'invisible, finalement, à la théologie. Voilà. L'invisible, tout ce qu'on ne voit pas, c'est du domaine du divin, c'est du domaine du théologique. Je crois qu'aujourd'hui, on se prend une grosse claque de ce point de vue-là et qu'on voit revenir l'invisible dans nos vies d'une manière historique et politique. Et ça, c'est très important de le souligner. Immensément grand aussi, parce que le changement climatique, par exemple, c'est l'immense. On est dans des proportions, dans des choses qui sont incommensurables, qu'on ne peut pas comparer à nos tailles humaines. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pense que les artistes d'aujourd'hui sont aussi contemporains d'une autre chose, qui est la crise de l'échelle humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans vraiment énormément d'œuvres d'art aujourd'hui. L'échelle humaine n'est plus assurée. Elle ne va plus de soi, d'une certaine manière. Pendant des siècles, voire même 2 millénaires, la figure humaine, c'était toujours une figure sur un fond en peinture. Depuis les portraits du Fayoum, toute la peinture de la Renaissance, bref, le mode de représentation le plus classique d'un être humain, c'est cette figure, donc le physique de l'être humain, sur un fond, en fait. Et ce fond, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut plus, si les artistes aujourd'hui sont contemporains d'un événement esthétique et mental fondamental, qui est qu'il est devenu impossible de représenter le monde comme un être humain posé sur un fond. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera d'Aristote. Alors, la troisième chose dont les artistes aujourd'hui sont les contemporains, c'est
marchandisation générale de la planète, la marchandisation des matières premières, la transformation du monde en produits, si vous voulez. Aujourd'hui, une graine peut être brevetée par un laboratoire. En fait, si on réfléchit 5 minutes, c'est absolument aberrant. L'eau elle-même devient un produit, etc., etc. Donc cette marchandisation d'absolument tout, c'est aussi un fait fondamental. Et je pense que c'est l'intrication de ces divers éléments que je viens de lister qui, à mon sens, constitue la contemporanéité. C'est-à-dire ce à quoi un artiste doit répondre aujourd'hui. La liste est bien entendu pas exhaustive. Il y aurait absolument beaucoup d'autres paramètres à évoquer, mais disons que ce sont les aspects qui concernent absolument tous les êtres humains. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Parce que cette sortie cette critique du productivisme qu'on peut mener, que les artistes mènent également, elle s'exprime aujourd'hui d'une manière totalement différente qu'il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. On se souvient que pendant l'art conceptuel, dans les années 60, a été un moment de questionnement intense du productivisme. Je me souviens de Douglas Hubler, par exemple, qui disait « Le monde est déjà plein d'objets, je n'ai pas envie d'en rajouter davantage ». C'est une phrase qui prend aujourd'hui une dimension presque prophétique et assez passionnante, si on regarde. Et je pense que c'est important aujourd'hui de regarder de nouveau des artistes comme Douglas Hubler. Sol Lewitt, à la même époque, je leur disais « L'idée est une machine qui fait de l'art ». Donc, en gros, je n'ai pas besoin de passer par le truchement des objets pour être artiste. C'est des éléments qu'il faut incorporer aujourd'hui à notre réflexion. Mais je voulais commencer par ce qui constitue le titre de mon prochain livre, effectivement, qui s'appelle « Inclusion, esthétique du capitalocène », par définir ce que j'entends par pensée inclusive. Et vous allez voir que ça a quelque chose à voir avec les quelques éléments que j'ai listés au départ. Parce que, qui s'expriment par les 3 figures que je viens de donner, c'est-à-dire conduire, traduire, cadrer. Être inclusif, développer une pensée inclusive pour un artiste, c'est exprimer une position d'immersion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la quasi-certitude qu'il est très difficile de se considérer, et encore moins un artiste, de se considérer comme extérieur à la réalité qu'on décrit. L'Anthropocène, c'est le moment historique où le monde se confond avec la planète, où il n'y a pas d'un côté le monde, de l'autre côté la planète, comme c'était le cas dans la métaphysique occidentale, en fait, depuis plus de 2000 ans. On se voit sommé aujourd'hui de cesser de se considérer comme en surplomb d'un monde qu'on observerait, comme si on était Dieu, d'une certaine manière. Et d'une autre manière, c'est la fin d'une posture qui a été une posture philosophique extrêmement importante depuis des siècles également, c'est la posture critique. Cette posture critique, elle implique un surplomb. Cette position immergée de l'artiste à l'intérieur de la réalité implique de nouvelles postures, de nouvelles attitudes, une nouvelle manière de considérer le monde. Qu'est-ce que c'est que la représentation à partir du moment où on ne se sent plus à l'extérieur de quelque chose, mais à l'intérieur de quelque chose. L'immersion, ce n'est pas non plus la passivité par rapport à ce qui nous entoure, c'est encore moins la soumission à ce qui nous entoure, mais ça traduit, repenser à cette image de la figure sur un fond, ça traduit la fin du dualisme qui est constitutif de la pensée métaphysique occidentale depuis Aristote. Ça fait quand même 2500 ans, donc qu'il va falloir digérer le plus aimablement possible et que l'Anthropocène nous amène à digérer d'une certaine manière. Ce dualisme constitutif de la pensée occidentale, il se décline de multiples manières, en fait, et on va en aborder quelques-unes. Mais il se manifeste peut-être pour la première fois d'une manière théorique
de manière articulée avec Aristote. Quand, dans son esthétique, Aristote définit toute activité artistique à travers une formule, à travers un principe qui est pour lui totalement immuable et obligatoire, qui aurait une opposition entre la matière et la forme. C'est ce qu'il appelle l'opposition entre ilé, donc la matière passive, qui reçoit morphée, la forme active, comme dans morphologie. Et cette opposition entre ilé et morphée, entre matière et forme, qui n'a l'air de rien comme ça quand on la considère d'un point de vue purement esthétique, elle va déterminer, totalement déterminer, à mon sens, l'histoire de l'Occident, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la Grèce et aujourd'hui encore, notre histoire. Cette opposition, en fait, on la retrouve absolument partout dans l'esthétique, en tout cas. Dans l'esthétique de Schiller, par exemple, au XIXe siècle, la forme représente, je cite, le principe spirituel qui vient travailler et ordonner le matériau amorphe. Vous voyez cette rhétorique de la passivité et de l'activité qui est déjà extrêmement présente. Et cette dualité, en fait, elle est dans toutes nos têtes. Elle nous semble aller de soi. Elle nous semble englober absolument tous les arts. D'abord, il y a un truc passif et vient s'opposer en fait l'activité artistique, l'activité de l'artiste qui vient en fait un petit peu comme on vient imprimer avec un tampon sur une feuille vierge, qui vient imprimer la matière. Même Joseph Beuys en fait répercute cette idée-là quand il dit que toute sculpture est un acte d'impression. Voilà, c'est vraiment la clé de compréhension de l'art occidental depuis Aristote. Et c'est l'élément constitutif d'une pensée totalement binaire, dualiste, sur lequel s'est fondée la mécanique occidentale de domination du monde entier. En gros, on voit la matière, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi appeler la nature. Cette nature elle-même, elle est disqualifiée. On dit que c'est un environnement. Vous voyez, c'est juste le décor dans lequel nous, les actifs, les humains actifs, vivons. Cette matière doit se soumettre, et je déploie le mot soumettre à dessein, à la volonté d'un principe actif. C'est-à-dire accepter cette condition de support sur lequel vient s'imprimer le formatage et la suggestion. C'est une rhétorique de la suggestion, c'est une rhétorique du formatage. Je pense que, et c'est un petit peu le sujet de mon prochain livre, que ce dualisme entre ilé et morphée, matière et forme, est la formule algébrique de l'assujettissement, qui est inscrite dans la théorie occidentale donc depuis plus de 2000 ans. Ça donne le dualisme platonicien peu de temps après, ou l'idéalisme chrétien, en fait, pour lequel il y a à la fois un monde intelligible qui est celui des idées, qui est le ciel, et nous, on évolue dans le terrestre et dans le charnel. Mais surtout, c'est la division entre nature et culture. La nature étant donc ce cadre à peu près neutre, abstrait, que l'être humain, à travers la notion de progrès, qui elle aussi provient de ce binarisme, qu'on est tout à fait loisible de manipuler à volonté, en fait. C'est intéressant de voir qu'une simple formule esthétique va, à travers, bien entendu, à travers la Bible aussi, la Bible qui parle de l'être humain comme maître et possesseur de la nature, ça va être repris par Descartes également. L'idée est que le monde est livré à l'être humain pour son bon plaisir et qu'il peut en faire absolument n'importe quoi et qu'il peut donc imprimer, comme dans la formule aristotélicienne, son principe actif puisque cette nature est par définition et par sa nature même, si j'ose m'exprimer ainsi, inerte et sans volonté. Ce dualisme, on peut le décliner de la même manière avec l'opposition qui va
vraiment se structurer en Occident, en tout cas de manière extrêmement violente, à partir du XVIe et du XVIIe siècle, qui est le dualisme entre homme et femme, qui reproduit ce binarisme actif-passif, qui vient s'inscrire dans une idéologie d'assujettissement, exactement de la même manière. C'est le dualisme aussi entre le civilisé et le sauvage, qui va justifier le colonialisme à travers l'idée du progrès, puisque le sauvage, entre guillemets, c'est celui qu'on vient envahir au nom du progrès, dans la mesure où le sauvage, c'est le passé du colon. Le colon est dans le présent, le sauvage, c'est le passé de l'humanité. C'est toute la rhétorique de l'anthropologie du début, en fait, à travers Fraser, par exemple, dans Le Rameau d'or, qui va expliquer que tout groupe humain évolue selon le même principe et qui se dirige vers l'idéal occidental qui est proposé par ce dualisme. Ce dualisme, c'est aussi le dualisme entre sujet et objet, d'ailleurs. Il a des déclinaisons absolument infinies. Et ce n'est pas un hasard du tout si aujourd'hui, dans l'art contemporain, ce binôme sujet-objet se voit questionné de manière assez évidente. Donc, retenons l'idée principale, c'est que c'est finalement ce motif de la figure sur un fond. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a compris quoi que ce soit à l'Anthropocène, si on est un artiste, si on continue à représenter le monde comme possiblement une figure sur un fond. Le monde est une chambre d'écho, ce n'est pas un décor. Et le mot même d'environnement est tout à fait significatif. C'est ce qui nous environne, ce qui est autour, mais qui n'a absolument aucune activité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est se profiler, c'est quelque chose de nature très différente, dans la mesure où la principale leçon que nous enseigne l'Anthropocène, en tant que prise de conscience globale du réchauffement climatique et de l'impact des activités humaines sur la planète, c'est précisément que le monde est peuplé d'agents, donc de sujets, et que l'être humain n'a pas le monopole du sujet. Et ça, c'est une révolution mentale qui est en train de se profiler et dont on peut percevoir les effets dans les œuvres d'art aujourd'hui. Jusqu'à la peinture, d'ailleurs, je ne fais pas du tout de hiérarchie en fait, entre les genres, parce que ce serait aller totalement contre mon propos, déjà. J'avais en tête, à l'instant je vous parlais, en fait, des peintures d'Ambera Wellman, dont on a organisé une exposition l'année dernière à la Panacée, à Montpellier, dont la particularité consiste justement à créer un espace dans lequel toute notion de hiérarchie est absolument abolie. Et Ambera Wellman recrée d'une certaine manière ces espaces picturaux à partir de blocs de sensations, un petit peu comme pouvait le faire Francis Bacon, mais à partir d'une critique radicale en fait, de la notion de patriarcat et des hiérarchies en fait, sociopolitiques qui continuent à gouverner nos vies quotidiennes. Donc il faut arrêter, je résumerai ça comme ça, de considérer le monde comme d'un côté des espaces et de l'autre des occupants. Parce que c'est la réalité, en fait, à la fois politique et physico-chimique du monde, elle est tout à fait autre. Alors, ça pose la question Effectivement, ça introduit de la pagaille totale dans les cerveaux. C'est même l'effet le plus visible, en fait, aujourd'hui. Et parce qu'il y a du coup un vrai problème de représentation mentale, là pour le coup, du monde. Si tout est agent, si tout est sujet,
si les hiérarchies traditionnelles ne fonctionnent plus et ne sont plus en mesure de nous donner les clés de représentation du monde, comment se le représenter? Et je pensais à l'instant, j'ai noté une très belle phrase de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux, qui déclarent tous les deux, en fait, chercher à arriver, je cite, à la formule magique que nous cherchons tous: pluralisme égale monisme, en passant par tous les dualismes qui sont l'ennemi, mais l'ennemi tout à fait nécessaire, le meuble que nous ne cessons pas de déplacer. C'est assez intéressant de voir, je parlais du dualisme constitutif de la pensée occidentale. Pour Deleuze et Guattari, ces dualismes sont un mal nécessaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui permet de penser, mais qui doivent être aussitôt déplacés comme un meuble qu'on n'aurait plus envie qu'on est obligé de déplacer. Obligé de le déplacer parce que sinon il va encombrer absolument toute la salle. La recherche de cette équation entre le pluralisme, c'est-à-dire la multiplicité des agents qui composent le monde, et le monisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est un, que c'est une unité, c'est cette équation-là qui est un des enjeux, à mon sens, des activités de représentation aujourd'hui, et donc, bien entendu, de l'art contemporain. L'ethnologue, l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro va dans ce sens quand il dit que les Européens, je cite, semblent vivre dans un monde où les autres créatures vivantes ne font partie que de l'environnement. Ça, c'est un autre anthropologue que je vous tenais à citer, Eduardo Kohn, qui a écrit Comment pensent les forêts, définit la forêt comme une sémiose, c'est-à-dire une immense usine de production de signes, en fait. Le vent, les nuages ou les animaux produisent du sens, selon Eduardo Kohn, tout autant que les êtres humains. Et ça, c'est un point fondamental sur lequel je voudrais faire une parenthèse. C'est précisément à partir du moment où on abandonne le dualisme constitutif de la pensée occidentale, qui permet de justifier cette position de surplomb par rapport au monde, qui permet de justifier l'idée que nous sommes les figures principales évoluant dans un décor, dans un théâtre dont on est loisible de modifier en permanence les paramètres. Cette idée-là, c'est ça qui doit être questionné aujourd'hui. J'étais parti sur une parenthèse et j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je vais revenir à mon thème principal, qui est alors, une question fondamentale si on entend problématiser aujourd'hui le productivisme. Qu'est-ce que produire? C'est de se poser la question du statut de l'activité artistique et plus généralement peut-être des productions culturelles ou des représentations humaines à l'intérieur d'une sphère d'émission beaucoup plus globale. La question que j'ai essayé de me poser dans Inclusion, c'était la question de la place de l'art dans l'ensemble des émissions planétaires. Quelle est la longueur d'onde spécifique de l'activité artistique humaine? Est-ce que cette activité est purement humaine ou pas? Est-ce qu'il y a une distinction entre les productions humaines et animales? Il y a une vraie discussion à ce sujet-là. Ça m'a amené à relire, par exemple, des pages extraordinaires de Roger Caillois qui renverse la question. C'est-à-dire qu'il appelle l'insecte, pour lui, c'est un technicien introverti. Et il essaie de juger en fait la production des artistes humains en fonction des ailes des papillons et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que pour lui,
le fait humain fondamental, c'est ce qu'il appelle la loi d'externalisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voler, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, mais par contre, on invente des outils pour. Donc, on externalise en fait ce que d'autres animaux possèdent de manière interne. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux ailes des papillons, par exemple. Est-ce que cette production formelle, qui est absolument gratuite, en fait, dans la nature, il n'y a absolument aucune nécessité, en fait, et il ne s'agit pas de survie pour les animaux, il n'y a aucune raison, disons, logique à ça. Il n'y a aucune nécessité, aucune fonction. Et du coup, ça ramène justement cette production animale au plus près de la production des artistes. Et Caillois dit, il faut présenter les tableaux des peintres comme la variété humaine des ailes de papillon. Pourquoi ? Parce que l'activité artistique ne constitue, selon lui, je cite, qu'un cas particulier de la nature. À partir du moment où nous sommes dans une situation d'immersion, où on cesse de se poser comme totalement extérieur au milieu vivant que nous habitons, il est légitime de se poser la question de l'art en tant que longueur d'onde spécifique dans un environnement d'émission beaucoup plus gigantesque qu'il n'y paraît. Comme dit Caillois, l'être humain, ici, est le concurrent d'un univers auquel il participe, je cite. Marx, d'ailleurs, disait qu'une araignée, je le cite aussi, une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Il y a une gigantesque littérature en fait, sur cette analogie, ça date de Cicéron même, si on veut vraiment remonter dans le temps, ou Montaigne, en fait, qui dans les essais, dans l'apologie de Raymond Sebon, consacre une centaine de pages, si mes souvenirs sont bons, à la question du spécisme, déjà donc, au XVIe siècle. Et ce texte, l'apologie de Raymond Sebon, je vous invite à le relire si vous pouvez, il est d'une actualité absolument frappante. C'est vraiment un manifeste antispéciste. C'est une démonstration rigoureuse et extrêmement argumentée de l'impossibilité, enfin, en tout cas de la nocivité que constitue l'idée de considérer l'espèce humaine comme une espèce à part, dont les productions seraient elles-mêmes à part. Bien longtemps après Montaigne, Gilles Deleuze voyait dans le territoire et la territorialisation le début même de l'art. On est là quelque chose de très animal, là encore. Et aussi, c'est une manière de parler du productivisme, c'est une manière de parler de la production. Pourquoi est-ce que le territoire, c'est le début de l'art ? Parce que c'est le champ d'activité en fait, d'un animal. C'est la liaison entre la couleur, la ligne et le champ, d'une certaine manière. Et Deleuze fait une analogie entre l'artiste et l'animal que je trouve assez passionnante. Il parle de l'artiste comme de l'animal, comme l'être qui est aux aguets. Être aux aguets, pour l'animal, c'est généralement une manière de se prémunir en fait, d'une attaque venant de l'extérieur. L'animal doit être aux aguets dans la forêt parce qu'il peut être attaqué par un prédateur. Pour Deleuze, l'artiste, c'est celui qui adopte ce comportement-là, mais dans la jungle de la vie sociale. C'est l'individu qui est aux aguets, dans le sens où son attention est portée à son point d'incandescence maximum, en fait. C'est de la vigilance, c'est l'attention portée au phénomène et à ce qui se produit en fait sous nos yeux. Et on parle souvent des antennes en fait de l'artiste et cette capacité en fait d'anticiper parfois sur des changements qui sont difficilement perceptibles dans d'autres champs
de production de savoir. Je pense que cette idée de l'être aux aguets nous donne une explication possible. J'ai noté aussi, en fait, parce que je trouvais c'était intéressant de mettre en rapport Joseph Beuys et Gilles Deleuze, que vous savez que Beuys, en 1961, a réalisé cette performance qui s'appelle « Comment expliquer la peinture à un lièvre mort ». Magnifique titre. Et la performance, en fait, consistait réellement, en fait, à tenir un discours, en fait, à un lièvre mort, mais recouvert de paillettes d'or. Et la performance, en fait, comportait différents volets et était d'une assez longue durée. Et Beuys, à la suite de cette performance, écrivait, donc je cite, « Lorsque je travaille avec des animaux, je suppose bien sûr que les hommes comprennent qu'il s'agit là d'une position vis-à-vis du monde dont ils ne sont plus vraiment conscients. Par exemple, on ne prête plus attention aux différences de valeur à l'intérieur de la nature entre minéraux, végétaux, animaux et humains. Disons simplement, je prends un animal pour travailler un domaine de réalité tout autre et pour indiquer que c'est une partie essentielle de l'être humain. » Et plus tard, en fait 20 ans plus tard, Beuys disait qu'il fallait réfléchir de manière encore plus radicale à cette question, de telle sorte que les animaux, je le cite, les animaux eux-mêmes jouissent de droits démocratiques. Alors, j'ai évoqué l'animal, en fait, dans le cadre de ce contexte élargi pour l'art, en fait, dans l'Anthropocène, et ce contexte élargi étant la production générale des signes et la capacité de l'artiste à s'interposer entre différents règnes d'émission, entre différents régimes d'émission, le régime d'émission animale, le régime d'émission végétale, le régime d'émission humain, tout ceci, en fait, constituant une sorte d'intersection dans laquelle, au sein de laquelle la traduction est importante. Comment est-ce qu'on traduit des bouts de code d'arbres à des humains? Comment est-ce qu'on traduit des discours animaux? Comment est-ce qu'on met en résonance l'ensemble de ces éléments? Il y a une enveloppe générale autour de nous d'émissions naturelles et atmosphériques, une production globale de formes. Et c'est cette production globale de formes qui doit être aujourd'hui prise en compte. L'artiste serbe, si mes souvenirs sont bons, Katia Novickova, vous connaissez peut-être le travail, disait que, je la cite aussi, « La clé de toute philosophie matérialiste contemporaine, et je pense à un animisme matérialiste, c'est la morphogénèse, la naissance de la forme. Que ce soit celle d'une montagne, d'un nuage, d'une plante, d'animaux, de flammes, tout a une forme et produite par les propriétés d'auto-organisation de la matière. » Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit se développer aujourd'hui un discours dans lequel la production artistique elle-même, c'est-à-dire ce qui est produit, c'est-à-dire ce qui est avancé par l'artiste, n'a aucune prééminence théorique sur l'ensemble des émissions. Et c'est pour ça que je parle de conduction, c'est-à-dire que l'artiste aujourd'hui, la figure en fait d'expression de l'artiste, c'est pas prendre quelque chose en soi et de le projeter au dehors, c'est de conduire en fait différents types d'émissions et de les conduire vers son exposition. On est dans des démarches qui sont des démarches inclusives dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est un principe de pensée chorale. Et ce cœur, en fait, qui se trouve au centre de beaucoup des pratiques, nombre de pratiques artistiques contemporaines, me semble important de le souligner. À propos de traduction, en fait, et de cette ambivalence entre nature et culture, en fait, sur lequel
sur laquelle, en fait, là, il faudrait presque consacrer une conférence entière, parce que c'est vraiment le centre de tout, c'est l'abolition de cette distinction opérée par l'Occident dès l'Antiquité grecque entre nature d'un côté et culture de l'autre. Je voulais citer une œuvre d'une artiste qui habite à New York, qui s'appelle Agnieszka Kurant. Cette œuvre s'appelle Post-Fordite. Je n'ai pas pensé en vous en montrer une image, mais je peux vous la décrire de manière assez simple. Elle a prélevé, en fait, dans une ancienne usine Ford, une sorte de carotte, en fait, un échantillon, en fait, du sol, qui se présente sous la forme d'une sorte de pierre, de minéral extrêmement dense, gris. Et elle a, en fait, opéré des coupes à l'intérieur de cette masse minérale très dense qui permettent de voir à l'intérieur, un petit peu comme un joaillier, en fait, qui coupe, en fait, une pierre précieuse, qui permet de voir les différentes strates de couleurs, en fait, qui ont été projetées pendant la production des automobiles, pendant des dizaines d'années, en fait. Et on se retrouve devant un objet absolument extraordinaire, qui a toute l'apparence d'un minerai précieux et extrêmement ancien, alors qu'il reflète, en fait, c'est une sorte de photographie de la production humaine, donc de la production de voitures, en un très court laps de temps. Donc, ce qu'elle appelle post-Fordite, cette pièce, en fait, on pourrait la définir comme une sorte d'étude géologique du travail humain. C'est l'équivalent d'un diamant, si vous voulez, mais qui serait produit non pas par des millénaires de travail souterrain de la matière, par des fusions, par de la lave, etc., mais tout simplement par l'activité des humains dans une usine sur une très courte période. Et elle montre donc, à travers cette œuvre, et c'est ça le cœur de son projet, qu'une usine de voitures produit à part égale à la fois des objets de consommation et de l'environnement. Ça produit à la fois des voitures et un sol, en fait. On pourrait dire aussi des artefacts et de la nature. Et c'est un raccourci, en fait, un document absolument saisissant, comme une sorte de photographie minérale des activités humaines et des rapports qu'il y a aujourd'hui entre l'activité humaine et le naturel, entre guillemets. Parce que ce naturel est aujourd'hui, dans son immense majorité, une production humaine. C'est dans les années 60, il y avait un des leaders du mouvement maoïste français qui s'appelait Robert Linhart, qui s'était établi dans une usine Renault pendant une année entière, en fait, donc pour, comme il le disait, préparer la révolution, mais de l'intérieur. Et il a écrit un livre absolument passionnant qui s'appelait L'Établi, qui se concluait par, je crois que c'est une dernière phrase du livre, si je m'en souviens bien, par « Les usines Renault ne produisent pas des voitures, elles produisent des relations humaines ». C'est intéressant de voir qu'une usine produit à la fois des relations humaines et de l'environnement. Et c'est entre ces deux pôles-là, finalement, que j'ai essayé depuis près de 20 ans maintenant de caler, en fait, une réflexion sur les rapports entre l'art et les mutations sociales, en fait. Alors, j'ai posé comme postulat, en fait, que l'artiste était immergé dans le monde et non plus en surplomb du monde. Et il y a deux figures importantes qui me restent à aborder. Je vais essayer d'être rapide parce que je vois que l'heure tourne. Je vous ai parlé du cadrage tout à l'heure et je voulais revenir là-dessus parce que c'est sans doute la figure centrale. Il ne s'agit pas uniquement du cadrage photographique, vous l'aurez compris.
crois que cette notion de cadrage exprime la fin d'une conception de l'art selon laquelle il y aurait d'un côté une personne qui transformerait la matière, en fait. Ce qu'on appelle le cadrage, on peut dire que c'est finalement le sujet lui-même. Et ce cadrage, il est absolument partout. Comme disait Lacan, en fait, je ne vois que d'un point le monde, je ne le vois que d'un point, mais je suis regardé de partout. C'est ça le cadrage, en fait, c'est de se rendre compte que ce cadrage, en fait, c'est la définition elle-même du sujet. Il n'y a pas d'autre définition du sujet à l'ère de l'Anthropocène que la possibilité de cadrer. D'où l'importance des figures, justement, de l'échange d'images. Le champ contre champ du cinéma, par exemple. Là se trouve un terrain de réflexion absolument formidable, si on admet que le cadrage, c'est la place du sujet. Il n'y a pas de sujet sans cadrage. Parce que le cadrage, c'est ce point de vue précis qui est développé par un être, quel qu'il soit, à partir de son environnement. Pardon, je n'aurais pas dû dire environnement. J'ai encore des réflexes, des mauvais réflexes. Dans le milieu, parce que ça fonctionne, le milieu dans lequel on est immergé. On ne peut pas ne pas cadrer, parce qu'on est à l'intérieur du réel. Il y a un biologiste allemand qui s'appelait Jakob von Uexküll, qui, à la fin du 19e siècle, a développé la théorie ce qu'il appelle le Umwelt, titre d'ailleurs que Pierre Huyghe a repris pour son exposition de la Serpentine Gallery il y a 2 ans. Le Umwelt, c'est le monde spécifique de chaque être, en fait. C'est la capacité pour chaque être de voir, de percevoir à partir de ses caractéristiques physiologiques, de son idiosyncrasie, si vous voulez, parce que chacun d'entre nous, en fait, présente des caractéristiques physiologiques différentes. De ce point de vue-là, moi je crois beaucoup à une sorte de nominalisme absolu, d'une certaine manière. Agnieszka Kurant avait réalisé une autre pièce, parce que je parlais d'elle, donc je vais continuer, qui s'appelait AAI, Artificial Intelligence, et cette pièce avait constitué à fournir à des colonies de termites des petits éléments de construction, en fait, pour leur termitière. Et donc, littéralement, c'est exactement de l'outsourcing, en fait. On a Nike qui veut faire des chaussures en Chine, et donc ils importent, en fait, les matières premières nécessaires, et ensuite, c'est les ouvriers chinois qui fabriquent les chaussures. Là, en l'occurrence, c'est Agnieszka Kurant qui demande à des termites de construire leur termitière à partir des éléments qu'elle leur fournit. Donc, on a une sorte de naturalisation du capitalisme, si vous voulez. L'idée de l'outsourcing appliqué aux termites. Et le résultat est formellement absolument passionnant, parce qu'on voit qu'on a des formes, en fait. Donc elle a ensuite retourné, en fait, et moulé, en fait, littéralement ces termitières, et on en voit à la fois l'intérieur avec des styles architecturaux extrêmement différents, parce que bien, ça va du plus simple au plus complexe, d'une sorte de minimalisme. Il y a des communautés de termites qui sont extrêmement minimalistes et d'autres qui sont extrêmement baroques, il faut le savoir. C'est des choses que cette œuvre nous permet d'appréhender. Et là, on a un vrai rapport, justement, dialogique. Agnieszka Kurant, pour ceux qui cherchaient le nom, K-U-R-A-N-T. On a un vrai rapport dialogique entre l'espèce humaine et du non-humain, si vous voulez, qui n'est pas une position de surplomb, en fait, c'est une position de collaboration, de coactivité, si vous voulez. Voilà.
je vois qu'il est déjà 19h32. Je vais essayer de passer à une troisième notion que je voulais aborder, c'est la notion de la traduction, en fait, qui est aussi une alternative à la production. Traducere, pareil, je reviens à l'étymologie latine, c'est faire passer, en fait, d'un langage à un autre. Donc, on est dans le thème du passage, en fait. Et c'est l'anglais, d'ailleurs, translate, ou l'allemand, übersetzen, ont une connotation légèrement différente dans la mesure où il s'agit moins d'une notion de passage que d'une notion de déplacement. Et on a ces deux choses-là dans la traduction, le déplacement et le passage. Et là encore, c'est une alternative, une autre topologie en fait, de l'activité artistique. On n'est plus dans la sortie hors de soi d'un élément qui est présenté devant soi, mais dans l'orchestration d'une réalité plus complexe, en fait, de plus chorale, en tout cas. Et il est intéressant, notamment à travers les quelques petits exemples que j'ai pu vous donner, et qui seraient beaucoup plus complets si je pouvais montrer des images, par exemple. L'art contemporain s'est beaucoup développé ces dernières années comme une sorte de point de passage entre l'humain et le non-humain, entre des régimes d'inscription ou d'émission extrêmement différents. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Là encore, je pense à Thomas Saraceno, qui travaille à la fois sur les toiles d'araignée, sur le dioxyde de carbone, sur la poussière cosmique, les fréquences radio, mais aussi les couloirs aériens, par exemple. Autant d'éléments qui sont des éléments de construction aujourd'hui pour son travail. Je pense à Pierre Huyghe, bien entendu, qui a travaillé beaucoup sur même avec des virus, d'ailleurs, pour son exposition à Cologne, qui met en coprésence des êtres provenant de réalités très différentes. On a exposé ici une pièce dans laquelle il y avait un Bernard l'ermite qui se voit proposer dans l'aquarium en fait, d'occuper la reproduction d'une sculpture de Brancusi. Là encore, on a de manière évidente ce télescopage entre ce qui était autrefois la nature et ce qui était autrefois la culture, qu'on ne peut plus dissocier de manière aussi binaire, en fait. Michel Serres, le philosophe français, disait que ce qui caractérise la culture contemporaine, c'est qu'elle appréhende aussi bien les cultures sans écriture que la nature avec écriture. On sait aujourd'hui que la nature possède une écriture, qu'il y a une écriture naturelle, qu'il y a une communication entre les arbres, qu'il y a des inscriptions qui se font à un vu, d'une certaine manière, qu'on ne peut pas forcément repérer, mais dont beaucoup d'artistes se chargent aujourd'hui de souligner les figures, là encore. Alors, tout ça, en fait, fait partie aussi j'espère, en tout cas, genre d'un point de vue relativement cohérent, en fait, sur le monde de l'art et sur l'activité artistique, parce qu'on pourrait aussi les résumer à un élément qui est l'élément constitutif de ce que j'ai appelé l'esthétique relationnelle, qui est le primat de la rencontre sur la forme. La rencontre est plus importante que la forme, et la forme naît de la rencontre, de cette manière. Ces deux objets sont indissociables. Les relations humaines ont une existence en tant que telles. Ce sont aussi des êtres, tout autant que les individus qui les composent. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans le cadre de cette esthétique inclusive que j'essaye d'explorer aujourd'hui. Alors, je ne vais pas commencer sur le totémisme parce que sinon j'en ai pour une autre heure. Peut-être conclure sur la question de l'autre.
parce que c'est une vraie question. En fait, c'était une grande question d'ailleurs. Je relisais récemment le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En fait, elle parle beaucoup de la question de l'autre comme étant précisément ce qu'elle entend refuser en fait pour définir ce qu'est le féminin. Et elle critique énormément l'idée que la femme soit l'autre de l'homme. Et ça, je crois que c'est un élément assez important. Je viens juste de tomber là-dessus. En fait, je pense que je vais essayer de développer cette question dans les jours qui viennent. J'essaie de regarder mes notes, mais j'ai l'impression que j'ai rien là que je ne puisse commencer maintenant sans être certain on va se quitter à minuit. Donc, peut-être que je peux m'arrêter là et laisser la place plus à la discussion, ce qui nous permettra de développer d'autres points si vous le souhaitez. Oui, merci Nicolas Bourriaud pour ce parcours qui était extrêmement passionnant, mais aussi utile pour comprendre tous les enjeux liés à la production artistique, mais aussi à la conception. Et je crois que vous avez présenté une sorte de constellation de concepts qui mettent radicalement en crise des notions clés de l'histoire de l'art, telles que la forme, la matière, la notion d'objet et de sujet, et les rôles même de l'artiste. Et d'un côté, j'ai vu votre parcours et votre profession, j'ai aussi envie de vous poser une question et de vous demander aussi comment est-ce que les musées ou bien les institutions conçues pour l'art, comment est-ce qu'ils peuvent réagir à cette nouveau concept que vous nous avez présenté? Parce que moi, je vois des énormes défis, parce que justement, même l'annulation du concept que l'objet d'art est en relation avec un sujet, ou bien il y a cette abolition de notion de sujet et d'objet, ça met aussi complètement en crise, ou bien c'est un défi pour des institutions aussi, pour la façon de laquelle on expose l'art au monde. Mais ça fait partie, justement, ces défis-là font partie de l'évolution naturelle des institutions. D'abord, une institution, c'est instituer, ça veut dire faire durer quelque chose. Donc, c'est extrêmement général. Hein. On a tendance à penser aujourd'hui que institutionnel, ça veut dire une espèce de grand palais guindé, quoi que ce soit, en fait, qui soit très rigide, en fait, très normatif, très normé. Pas du tout. Une institution, on en fait ce qu'on veut. En fait, de cette manière, Halloween, c'est une institution au même titre, ou la Gay Pride, c'est une institution au même titre que le Centre Pompidou, si vous voulez. Donc, il faut prendre institution dans un sens très large. Parce que les institutions, elles sont ce qu'on en fait, tout simplement. Voilà. Il y a aujourd'hui, notamment en France, en fait, une vraie remise en question des institutions culturelles, notamment au niveau municipal. Pourquoi? Parce qu'on se méfie des intermédiaires, en fait. C'est ce qui, le pouvoir, quel qu'il soit, a de plus en plus la propension ou la prétention à être en direct avec le peuple, si vous voulez. Et moi, j'y vois une dérive populiste assez inquiétante. Je pense que les intermédiaires, c'est très important. Du coup, c'est le rôle des institutions, c'est d'être des intermédiaires aussi. Instituer, c'est faire durer quelque chose, institution, et faire durer les choses, ça ne définit pas en fait une nature spécifique. Quand on parle d'art, moi je crois beaucoup à une phrase qu'aime à dire Pierre Huyghe. Il disait à propos de son exposition au Centre Pompidou, l'art, c'est pas exposer quelque chose à quelqu'un,
c'est exposer quelqu'un à quelque chose. Et dans ce renversement de cette phrase pourtant qui paraît évidente, une expo, c'est voilà, il y a des choses qui sont exposées. Voilà. Eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Et l'idée d'exposer quelqu'un à quelque chose, c'est toute la différence entre une salle remplie d'objets et une expérience. C'est aussi bête que ça, je crois. Et cette notion d'expérience, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? En fait, en quoi est-ce que l'art peut être une expérience? Ben, c'est à ça que les institutions doivent travailler en fait aujourd'hui, je crois. C'est ce qui fait que ça devient passionnant, tout simplement. Et c'est loin d'être simple, parce que les paramètres sont innombrables. En même temps, c'est à ça qu'il faut essayer d'arriver. C'est ça qu'il faut essayer de tendre vers ça, quoi. Et à ces propos, j'ai une question de la part du public. J'invite aussi tous les gens qui sont en train de nous suivre. Si vous avez des curiosités ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, on a une question de la part de Alena Chiavi qui demande comment peut-on, selon vous, rester aux aguets dans la crise que nous traversons en tant qu'êtres humains, avec la limitation extrême de notre mobilité et dans nos actions. Comment peut-on garder une vision d'ensemble de l'état de notre monde depuis chez nous? Voilà, très bonne question, parce que, mais elle est extraordinairement douloureuse, cette question. Parce que c'est précisément la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment rester aux aguets, comment rester vigilant? Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, d'être vigilant? Et surtout, si l'essentiel des activités du monde se voit aujourd'hui filtré à travers un écran, de la même manière que je vous vois tous, en fait, sur un écran, là, genre mon expérience, elle est finalement, c'est comme une sorte, la différence entre une fleur séchée et une fleur que je verrais dans la nature, quoi. Voilà. C'est la même fleur, mais pas exactement quand même. Être vigilant alors qu'on ne voit que des fleurs séchées, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est parce que c'est compliqué que la question se pose aujourd'hui de manière absolument voilà, cruelle. C'est quoi la vigilance? Et voilà. Mais je pense que la situation qu'on est en train de tous de traverser nous amène également à être aux aguets, entre guillemets, sur beaucoup de choses qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Je pense que le débat en France, notamment sur les privations de liberté ou de liberté d'expression et sur les violences policières, en fait, c'est quelque chose qui ressort encore plus justement dans cette période-là. Et de ce point de vue-là, mon vieux fond optimiste, je espère que ça va créer des prises de conscience aussi. On a aussi une autre question de Raphaël Delmu. Incluez-vous aussi l'architecture dans cette pensée d'émancipation des dualismes consécutifs de la pensée occidentale? Bien sûr. Et c'est uniquement mon manque d'expertise en fait, et de perspective historique qui fait que j'en parle beaucoup moins que d'art. Hein. On est toujours obligé de se spécialiser un petit peu, mais en même temps, parenthèse, en fait, moi, je travaille toujours avec la revue Stream, qui est publiée par PCA Stream, qui est l'architecte Philippe Cambaretta. En fait, c'est une revue qui parle à la fois d'art, de mutation économique et d'architecture. Et pour moi, c'est important d'avoir ce dialogue-là en permanence, mais je le vis comme un non-spécialiste, si vous voulez, et comme un praticien, un habitant de l'architecture, évidemment. Mais la plupart des choses que je peux raconter sur l'art, j'ai l'impression qu'elles s'appliquent à 90% en fait à l'architecture. En tout cas, quand il s'agit de parler du devenir des formes, quand il s'agit de parler de l'inclusion des êtres humains à l'intérieur d'un dispositif, tout ça c'est art, architecture. C'est quelques paramètres qui se déplacent, mais le dialogue est direct, je pense. Il y a aussi Cyril Veillon qui aimerait bien poser une question. Cyril, peut-être tu peux la poser à haute voix. Oui,
Merci Sylvia. Il faut juste, voilà, on est plusieurs. Oui, exactement. Merci beaucoup, merci Nicolas pour ce très grand parcours que vous nous amenez en fait vers vers une vraie, enfin vous l'appelez comme ça, une révolution mentale à opérer. Vous nous avez beaucoup expliqué comment les artistes peuvent participer, participer à cette révolution mentale. Et puis, ça m'a fait penser à la conférence de Brian Eno qu'on a eue dernièrement, où il nous a beaucoup parlé de son travail, donc sa fascination pour l'art génératif. Donc, on donne une règle et puis il y a quelque chose qui est généré par cette règle. Donc, il est plasticien, musicien. Et puis, j'ai trouvé très intéressant, enfin, je trouve qu'il y a dans votre réflexion sur l'artiste, le travail d'un artiste aujourd'hui, justement, qui doit dépasser une sorte de dualisme et puis aller vers la rencontre plutôt que la forme. Son travail va tout à fait dans cette direction. Il expliquait très clairement qu'il veut que ce ne soit pas lui, l'artiste au centre, mais c'est vraiment l'œuvre, ou enfin, ça peut être l'espace, ça peut être l'auditeur, etc., qui soit au centre de l'œuvre. Il veut sortir toujours l'artiste du centre de l'œuvre. Et puis, il y a une question qui lui avait été posée, ça rejoint un petit peu la question précédente, justement, on a essayé de faire ce lien avec l'architecture, mais une question qui lui avait été posée qui disait, oui, cette démarche fonctionne bien pour un artiste, mais elle ne fonctionnerait pas pour un ingénieur qui doit être très sûr du résultat où il arrive. Et puis là, Brian Eno a répondu, et c'est là que j'aimerais peut-être vous transmettre ça, puis savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est intéressant sur la position de l'artiste. Brian Eno disait, mais l'art, en fait, c'est un domaine qui est très safe, qui est très sûr, où on peut prendre des risques, c'est-à-dire que quand on va dans un film, s'il y a un crash d'avion, on sortira de la salle et on sera toujours vivant. Et on a il prenait l'exemple parce qu'il avait, pour lui, le domaine de l'art est très, 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 très vaste, donc il parlait toutes les formes artistiques, mais pour lui, c'était vraiment un domaine où on peut prendre des risques et où dans le fond, on n'a pas de responsabilité. Je crois qu'il a vraiment utilisé ce terme et disait qu'on n'avait pas forcément de responsabilité. Alors, je voulais vous savoir qu'est-ce que vous pensez en fait de cette position de l'artiste, et puis est-ce que c'est peut-être aussi cette position dans une position d'enfant très sûre où on n'a pas forcément de responsabilité pour un objet qui doit tenir comme le ferait un ingénieur, ce qui permet aux artistes peut-être de participer à cette révolution mentale, peut-être plus que n'importe qui d'autre. J'aurais beaucoup de choses à répondre à ça. En fait, la première, c'est qu'effectivement… On ne vous entend pas, là, je crois. C'est normal. Vous m'entendez pas? Ah voilà, non, c'était nous. C'est bon. La première chose, c'est qu'effectivement, je préfère que les ingénieurs fabriquent les avions plutôt que des cinéastes. Ça, c'est très clair. Mais je préfère aussi que ce soit plutôt des cinéastes que des ingénieurs qui fassent les films. Pour les mêmes raisons, je dirais. Parce que la question de la responsabilité, elle n'est pas uniquement dans la vérification technique des choses. Celui qui fait une image, il a une responsabilité. On est dans une époque où aujourd'hui les gens meurent pour des dessins. On est dans une époque où la responsabilité morale, genre en fait d'un artiste, est tout à fait crucial. Je crois qu'il y a une immense responsabilité de l'artiste, moi, au contraire. Alors ensuite, vous parlez de l'art génératif que citait Brian Eno. Il faudrait aussi compléter mon intervention en fait, par tout un aspect que j'ai volontairement laissé sous silence, quel est le dialogue aussi entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, qui est un autre type de non-humain. Donc, je m'en suis tenu à l'animal en fait pour aujourd'hui, pour présenter le cadre général de ce que c'est qu'être inclusif. Mais bien évidemment, il faut aussi se poser la question de l'intelligence machinique, qui est un animal comme les autres. Voilà.
et qui produit en fait du code exactement comme une fourmi ou un être humain, évidemment. Et là aussi, en fait, d'ailleurs, c'est notre niveau de responsabilité de l'humain. C'est quelle est la place de l'être humain, et même, en tant qu'artiste, c'est la même chose qu'en tant qu'architecte, là pour le coup. Quelle est la place de l'être humain dans ce régime de production de signes qu'on occupe, en fait. Un architecte a un bout du code, un artiste a un autre bout du code. C'est l'ensemble de ces bouts de code qui constituent une société humaine. Mais je crois que la responsabilité, elle est absolument partout. Absolument partout. Et la grande... Il y a aujourd'hui une grande image, en fait, qui est l'image de la culpabilité, en fait, en tout cas, ce qu'on ne veut pas voir, en fait, aujourd'hui, puisqu'on parle de responsabilité. C'est l'image à partir de laquelle j'ai constitué la Dan Biennale d'Istanbul, qui s'appelle le 7e continent. Vous savez que le 7e continent, c'est cet immense continent de matière plastique, en fait, qui dérive, on appelle aussi le Great Pacific Patch, qui dérive en fait dans les océans et qui constitue littéralement un nouveau continent, mais qui est créé entièrement par les activités humaines. Et ce continent-là, c'est celui qu'on ne veut pas voir. C'est l'inconscient, je dirais, du capitalisme. C'est précisément cette zone noire, en fait, qu'on ne veut pas voir reflétée, en fait, dans nos représentations mentales. Et je pense que c'est pour ça que c'était important de questionner cette image. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, en fait, qui mettent leur responsabilité précisément dans le choix des formes qu'ils ou elles choisissent et qui réfléchissent en fait à ces formes choisies en tant qu'élément leur permettant de participer à un débat politique, en fait. Un débat politique qui n'est pas uniquement verbal, qui se fait aussi par des attitudes, par des gestes, par des comportements. On a peut-être une dernière question de la part du public. Ne pensez-vous pas qu'il faut tout de même être vigilant dans notre manière d'être inclusif, dans le sens où traduire ou interpréter des modes d'être au monde qui sont différents de nôtres peut potentiellement recréer une domination inversée et finir par être fascination? Alors, bien sûr que c'est un risque. C'est intéressant on prend aujourd'hui tellement de précautions parce que s'adresser à l'autre ou essayer de traduire le langage de l'autre, c'est pas forcément et fatalement instaurer de plus subtils modes de domination. Il y a des manières de parler, de s'adresser à, qui sont pas des modes de domination. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle topologie dans laquelle on est aujourd'hui plongé, il y a un endroit que personne ne veut occuper, c'est d'une part le 7e continent de plastique, ça personne ne veut y aller, ça c'est sûr, mais il y a un autre endroit où personne ne veut aller, c'est le centre. Et c'est intéressant de voir que toute la pensée philosophique qui s'est développée depuis les années 60 est une critique de la notion de centre. En fait, que ce soit le phallocentrisme, l'européocentrisme, etc., depuis Derrida, la déconstruction derridienne des années 60 jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout ce qui occupe le centre est effectivement l'objet principal de la déconstruction et l'objet principal de ce qui doit être justement évacué. C'est assez passionnant parce qu'on voit que la pensée se construit sur un mouvement centrifuge, en fait, pour le coup, et non pas centripète. Ce centrifuge-là, il nous amène aujourd'hui à rencontrer de l'autre qui est beaucoup plus autre que celui qu'on avait l'habitude de fréquenter. Je pense aussi que toute la pensée depuis relativement longtemps maintenant, mais là il faudrait un développement plus historique, consiste à trouver un interlocuteur. C'est quoi le dehors, en fait? Donc, le mouvement en fait, philosophique qu'on a appelé réalisme spéculatif
ou philosophie orientée objet, si vous voulez, n'a cessé de fantasmer ce qui serait un grand dehors, en fait, c'est-à-dire d'endroits auxquels nous, êtres humains, n'aurions pas accès, en fait. Et je pense que bonne partie de l'intelligence humaine aujourd'hui consiste à rechercher cet interlocuteur qui serait au dehors, en fait, et on ne l'a toujours pas trouvé. C'était Dieu, et Dieu est très pratique pour ça, parce que genre, effectivement, c'est le grand dehors symbolique qui pose pas de problème de position, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est quoi le dehors? C'est quoi notre extérieur? C'est quoi l'autre? Et je crois que c'est ces questions-là qui sont en train de produire des mutations profondes, en fait, dans notre manière de voir ou d'envisager les choses. L'autre aujourd'hui, c'est l'apocalypse, d'une certaine manière. Le fantasme apocalyptique, en fait, il est absolument partout, il est surtout dans la pensée aujourd'hui. Regardez la vogue de la science-fiction ou des récits en fait, de fin du monde, que ce soit en philosophie, par exemple, ne serait-ce que l'accélérationnisme aussi. Est-ce que il y a encore quelqu'un qui aimerait bien poser une question? Allez, vite fait. Voilà. Samuel. Alors, que pensez-vous de Renaissance sauvage, convergence de l'art, de la philosophie et des sciences à l'Anthropocène de Guillaume Leger? Je ne l'ai pas lu, en fait. Il vient de sortir. Effectivement, je crois qu'il est... Voilà. Mon livre, je l'ai écrit pendant le premier confinement, en fait, je l'ai fini. Et il était... je me suis servi en fait, de textes aussi que j'avais publiés en, fait, en 2014, en fait, lors de la première expo que j'ai faite sur l'Anthropocène à Taipei. Et donc, je viens de voir qu'il était sorti, mais je ne l'ai pas encore lu. Je suis désolé. Ouais. Non. Et en fait, désolé, la suite de la question, c'est reconnaissant un aspect de vos recherches, l'ange de l'histoire, hétérochronie, etc., quelle pourrait être la place de l'histoire et des historiens dans les processus que vous avez décrits? Pourrait-on envisager une histoire naturelle de l'art? Mais comment ne pas retomber dans les formes de naturalisme, de déterminisme, etc. Très bonne question et à laquelle je n'ai pas toute la réponse, je pense. C'est quelque chose auquel j'aimerais bien réfléchir plus longuement. Simplement, spontanément, il me semble qu'il y a une histoire à écrire qui puisse être une histoire aussi plus inclusive que celle qui existe aujourd'hui. Elle existe déjà d'une certaine manière. Hein. Je pense que les travaux d'Alain Corbin, en fait, par exemple, témoignent du fait qu'on peut raconter l'histoire pas uniquement à partir des anecdotes humaines, mais aussi à partir de ce qu'est un rivage, de ce qu'est une odeur, de ce qu'est... Donc, il y a déjà des éléments en fait existants dans l'histoire en fait, chez les historiens contemporains, je pense. Et de la manière que l'anthropologie a énormément évolué ces 30 dernières années, au point justement d'avoir complètement débordé le cadre humain et complètement débordé la question de l'ethnie, ça c'est évident depuis 30-40 ans, mais maintenant aujourd'hui l'anthropologie est vraiment au-delà de l'humain et le anthropos en fait c'est juste l'espèce à laquelle appartient celui qui écrit, mais c'est plus tellement le sujet. Voilà. De la même manière, l'histoire est en cours d'évolution elle-même. Et elle inclut, et pourrait inclure totalement des éléments non humains. Qu'est-ce qui est intéressant chez les historiens en fait, des 20 dernières années? Je pense que c'est cette manière d'inclure justement des éléments qui n'étaient pas considérés comme des sujets de l'histoire, mais de les présenter comme des sujets de l'histoire et de voir qu'il y a aussi des émissions en fait, qui n'ont pas été prises en compte jusque-là par l'histoire. Ben, je pense que l'histoire de demain, ce sera la prise en compte de davantage d'émissions. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y en a plus d'autres questions.
Bah, il est 8 heures aussi. Oui. Dans les cas, je vous remercie énormément. Mais c'est moi. Je vous remercie d'avoir assisté à cette petite intervention. Et j'espère qu'on se verra tous en vrai un jour. Moi, oui, avec vraiment beaucoup de plaisir. Oui. Merci à Nicolas Bourriaud, merci à tout le monde pour être là. Et j'invite tout le monde aussi à venir à Archisoft à visiter l'expo, à regarder les autres conférences sur YouTube qu'on a téléchargées. Et voilà, je vous souhaite une bonne... ah oui, alors en ce moment, on va allumer l'installation. Donc, vous auriez une petite visite guidée juste pour conclure cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. merci à tous et à toutes. Au revoir.